Pourquoi moi? Je veux juste un bébé, en fait. Ne pas savoir si ça marchera, c'est ça le plus dur. Quand on souhaite tomber enceinte, on se lance en espérant que ça marchera rapidement, que ce plus arrivera vite et que bientôt on aura notre bébé dans nos bras. Je m'appelle Charlotte et dans ce podcast, j'ai envie de libérer la parole autour du projet de conception. Parce que non, malheureusement, ce n'est pas toujours simple, facile, rapide. Ici, vous entendrez des témoignages d'autres femmes qui vivent et ressentent les mêmes choses que vous. Vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, j'accueille Charlotte à mon micro. Après plusieurs échecs amoureux, elle décide de se lancer à 35 ans dans un parcours PMA en solo. Après plusieurs tentatives et de longs mois d'attente, enfin, Joséphine se nichait au creux de son ventre. Alors merci Charlotte de nous partager ton histoire. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Je m'appelle Charlotte, j'ai 37 ans, je suis originaire d'Orléans. Je vis à Paris depuis 16 ans maintenant et je suis venue m'installer pour le travail. Je suis aide-soignante dans un hôpital pédiatrique parisien. J'ai travaillé 6 ans en salle de naissance et je suis actuellement dans un service de consultation pour avoir des horaires un peu plus adaptés à ma nouvelle vie avec ma petite fille. Et je me suis lancée dans la PMA il y a maintenant 2 ans. Voilà. Alors aujourd'hui, tu es ici pour nous parler justement de tout ton parcours pour devenir maman. Et si on remonte un petit peu le fil, est-ce que toi, tu as toujours su que tu voulais être maman justement ? Oui, ça a toujours été un désir d'être maman. C'était impensable pour moi de pas avoir mon enfant. L'idéal d'avoir un enfant en couple. Après, les choses se sont faites différemment après plusieurs échecs amoureux. Tout en travaillant en salle de naissance, justement, je voyais que malheureusement l'horloge biologique tourne. Les difficultés pour les femmes de tomber enceinte de nos jours, c'est une vraie réalité. Donc c'est vrai que c'était pas ce que je souhaitais dans un premier abord, mais voilà, j'ai réfléchi et là, il y a eu une rupture de trop. Quelques jours avant mon anniversaire, j'ai contacté un hôpital en Belgique sur les conseils d'un couple d'amis qui avait déjà débuté une PMA dans cet hôpital, qui m'en avait dit que du bien. Et le hasard a fait que le lendemain, en fait, l'hôpital m'avait déjà répondu par mail en me donnant les informations et en me demandant de les contacter très rapidement. Donc j'y ai vu un signe. J'ai vu un signe et je me suis lancée, je me suis dit bon, on teste, on verra ce que ça donne. Et puis en fait, je me suis pris au jeu de la PMA et je crois que j'ai jamais été autant décidée que à ce moment-là où je me suis lancée et où je les ai contactés. Ça a vraiment été le départ. Et est-ce que, pour toi, donc là, si je me remets un peu dans le contexte, tu as eu plusieurs relations qui n'ont malheureusement pas abouti du coup. Et donc toi, tu avais toujours ce désir qui commençait peut-être à être de plus en plus présent. Oui, et malheureusement, je pense que même si je le verbalisais pas en début de relation ou voilà de vouloir tout de suite un enfant, je pense qu'inconsciemment je le faisais ressentir et ça faisait peut-être peur aux personnes avec qui j'étais, qui étaient pas spécialement prêts à devenir papa. J'étais potentiellement capable de renoncer à être en couple, mais pas être maman. Et personnellement, en tout cas, j'avais pas envie d'être une maman entre guillemets âgée. J'avais vraiment envie d'être maman avant 40 ans. Bon, après, je savais pas si ça allait marcher rapidement. Enfin, c'est vrai que la PMA, c'est à l'aveugle. On peut pas du tout prévoir les choses. Donc, je pouvais pas prévoir combien de temps j'allais mettre à tomber enceinte. Mais c'était vraiment un désir, moi, d'être maman le plus tôt possible. Après, je me dis pas que plus tard, je rencontrerai pas quelqu'un qui aura peut-être des enfants, mais pour moi, je savais que je voulais être maman tôt. J'aurais aimé être maman plus jeune, mais bon, c'est comme ça. Là, du coup, tu as eu cette rupture qui t'a amené directement à te renseigner sur la PMA en solo, du coup. Donc, c'était un choix qui était évident, auquel tu avais déjà réfléchi. C'était déjà dans mon esprit. Je le verbalisais aussi, même auprès de ma famille, que ce soit dans mon entourage amical ou familial. Je le verbalisais plutôt sur le ton de l'humour. Ah bah si je rencontre pas quelqu'un, voilà, je me lancerai dans un enfant toute seule. Donc c'est vrai que ma famille me prenait pas du tout au sérieux. Mes amis savaient que quand j'avais quelque chose en tête, c'était impossible de me faire changer d'avis.
Je le verbalisais un petit peu, je pense pour me préparer aussi. Je pense que j'avais peur de me lancer, enfin ça fait toujours peur de toute façon ce genre de décision, c'est pour la vie un enfant. Puis c'était clandestinement aussi, enfin il n'y avait pas la PMA en France qui était légalisée, donc c'était vraiment plusieurs craintes en une fois. Et c'est vrai que je me préparais inconsciemment à me lancer dans ce projet. Et le fait d'avoir travaillé en salle de naissance, de voir beaucoup de couples de femmes faire des PMA en Espagne pour la plupart, il y a des couples avec qui je sympathisais beaucoup et d'échanger avec elles, je me suis dit en fait ça marche, donc pourquoi pas moi. Et j'en ai parlé à une de mes collègues qui est devenue ma gynécologue en France, qui a accepté de me suivre dans ce parcours et qui a, elle, pris des risques parce que c'était illégal pour elle aussi. Donc, de trouver la personne qui accepte de vous accompagner, c'est assez compliqué en France. Enfin, c'était compliqué, du moins jusqu'à maintenant. Et moi, franchement, ça a été ma soupape, ça a été mon petit bonheur, quoi. Ça a été ma petite fée, je l'appelle ma petite fée. Mais c'est vrai que ça a été la personne la plus importante dans ce parcours parce que sans elle, je sais que je n'aurais pas ma petite fille. Donc je lui dois tout et c'est vrai que la base, c'est vraiment trouver la personne qui accepte de vous accompagner dans ce parcours. Parce que toi là, tu as eu cette personne ressource, mais avant de vraiment lancer le projet PMA, est-ce que tu te sentais soutenue peut-être par ta famille et tes amis, ou est-ce que tu as fait le parcours du coup toute seule et après tu leur as annoncé? Enfin, comment ça s'est passé du coup pour l'annonce aux proches? Alors, ça a été deux façons différentes, mais mes proches, je leur ai totalement tout caché. J'ai tout caché à mes parents. Mon frère, je lui en ai parlé. Mes parents, je leur ai tout caché parce que je savais au fond de moi qu'ils approuveraient pas du tout cette décision. Et j'avais pas envie de leur faire subir la tristesse éventuelle des échecs, le stress du côté financier. Ils se font déjà... J'ai des parents qui sont très soucieux. Je voulais vraiment éliminer ça pour eux. C'était mon choix, ma décision. Je voulais, moi, assumer ce qui allait se passer. Donc c'est vrai que mes parents, je leur ai totalement caché. Je leur ai annoncé uniquement le jour où j'étais enceinte. Et mon frère, il a été présent, et par contre mes amies ont été vraiment très présentes. Mes collègues également, au boulot j'en ai parlé ouvertement, que ce soit à mes cadres, à mes collègues sages-femmes, à mes collègues infirmières, aides-soignantes, enfin vraiment je l'ai vraiment dit à tout le monde. Parce que je voulais pas cacher, par exemple, c'est un peu du jour au lendemain quand on doit partir, quand on doit s'absenter, et je voulais pas créer de mystère autour de tout ça, et pour moi je me dis si je commence pas à l'assumer maintenant, je veux pas expliquer, enfin que ce soit compliqué pour moi d'expliquer comment j'ai eu ma petite fille. Je voulais vraiment pas qu'il y ait de tabou autour de tout ça, donc je l'ai dit ouvertement à mon entourage, du moins professionnel et amical. En tout cas pour Joséphine, ça c'est sûr que j'aurai jamais de tabou. Elle connaîtra son histoire, je ne lui cacherai strictement rien. Je lui explique déjà, là actuellement, elle par exemple, elle répète après moi, elle m'entend dire papa à mon papa, donc elle dit papa. Je la gronde pas, je la réprimande pas, je lui explique que papa, non c'est papy. J'ai aussi un petit livre que j'ai trouvé via Instagram, c'est une personne que je suis, qui a eu aussi recours à une PMA solo, et qui a écrit à la naissance de son enfant un livre qui s'appelle Pourquoi je n'ai pas de papa. J'ai pas commencé encore à raconter l'histoire à Joséphine, je vais d'ailleurs pas tarder à le faire. Et à côté de ça, quand j'ai débuté la PMA, j'ai commencé à écrire dans un cahier, j'aime beaucoup écrire, donc il y a énormément de photos. J'ai des photos de l'hôpital, où je l'appelle l'hôpital de l'espoir dans mon cahier. Je lui explique que c'est là où il y a des gentilles personnes qui aident maman à tomber enceinte. Avec des mots simples, je lui explique vraiment avec des mots simples. Quand je suis tombée enceinte, je lui parlais énormément. J'adorais caresser mon ventre et je lui parlais. Je lui faisais écouter une chanson que j'adore, une chanson d'Adèle que je lui faisais écouter tous les jours, au moins une fois par jour dans mon ventre. Et après, forcément, il y a des craintes, il y a des craintes, il y a des peurs. Je pense qu'aux yeux de la société, c'est égoïste de nos jours de faire un enfant dans le monde dans lequel on vit, et je pense encore plus pour des personnes anti-PMA qui se permettent de juger. Enfin voilà, c'est égoïste, je pense, de vouloir faire un enfant seul. Je sais pas comment réagir
dira Joséphine avec le temps. Peut-être qu'elle m'en voudra, peut-être qu'elle aura elle aura sûrement même plein de questions sur cette partie d'identité qu'elle ne connaîtra jamais. Même moi, j'ai des craintes sur est-ce qu'elle m'en voudra, si oui, est-ce qu'elle me pardonnera d'avoir choisi pour elle son histoire, d'avoir choisi pour elle une vie, une vie différente des autres enfants peut-être aussi. Le monde de l'école me fait peur parce que les enfants peuvent être méchants entre eux, qu'on la taquine à l'école, qu'on l'embête avec ce schéma familial que j'ai choisi pour elle. Peut-être que j'aurais rencontré quelqu'un à ce moment-là. En tout cas, oui, c'est des craintes légitimes et j'y pense forcément. On y pense de toute façon au bien-être de son enfant et ces questions arrivent tôt ou tard de toute façon. Après, je serai là pour la rassurer, pour lui montrer que moi je l'aime de tout mon être, ça c'est indéniable, et lui expliquer que toutes les personnes de notre famille et de sa famille l'aime énormément et son histoire fera d'elle une petite fille unique. Une chose est sûre, c'est qu'il y aura beaucoup de dialogues, et peu de non-dits. Et pas du tout de non-dits. Clairement pas du tout de non-dits. Et du coup, j'imagine qu'il y a aussi tout un travail, comme tu le sous-entends un petit peu là, émotionnel aussi pour se dire, voilà, je décide de faire un enfant toute seule. Quelle réflexion il y a eu pour toi avant vraiment de prendre rendez-vous avec cette clinique en Belgique ? En fait, au moment où j'ai envoyé ce fameux mail, c'était plus à titre informatif. C'était vraiment, je me dis, j'ai envoyé un mail, je dis voilà, je suis une femme seule française, j'ai en désir de fonder ma famille toute seule. Je voudrais quelques renseignements. Et en fait, c'est vraiment parti d'un mail à titre informatif. Je m'attendais pas du tout à ce qu'on me dise, écoutez, vous pouvez contacter le secrétariat. Elles m'ont donné les modalités et c'est vraiment parti comme ça. Et pour moi, c'était vraiment, je vais me renseigner pour plus tard. Et tout s'est tellement fait d'une façon mais fluide et simple. J'ai pas cherché à me poser 1000 questions parce que j'ai envoyé ce mail au mois de mai et par exemple j'ai fait ma première insémination en septembre, donc ça a vraiment été très très simple et très vite. Elles m'ont énormément rassurée, donc ça m'a pas effrayée. J'ai été sûre de moi au moment où j'ai décidé de les appeler pour prendre rendez-vous. C'était évident pour moi que ça allait être avec elles et j'aurais mon enfant dans cet hôpital. Et pourquoi du coup tu avais choisi la Belgique et cet hôpital et pas peut-être l'Espagne, sachant que du coup tu avais beaucoup de témoignages, comme tu disais, de couples qui étaient passés par la PMA en Espagne. Pourquoi la Belgique du coup ? Pour le côté pratique déjà, parce que ça me permettait de faire des allers-retours dans la même journée de Paris, sans forcément prendre l'avion, l'hôtel, etc. Et puis évidemment pour le côté financier, c'est beaucoup moins cher que l'Espagne. Une insémination en Espagne, rien que le geste de mémoire, c'est autour de 1 500 €. Là, dans l'hôpital où je suis allée, c'était autour de 620 € l'insémination. Donc moitié prix. Pour moi, c'est hyper important parce que toute seule, on n'a pas des ressources à rallonge. Donc j'avais beaucoup économisé en faisant beaucoup d'heures sup à mon travail, mais je pouvais pas me permettre d'aller tout le temps en Espagne, prendre des vols au dernier moment parce que on vous appelle vraiment la veille pour le lendemain, on vous attend tel jour à telle heure pour l'insémination. Et pour moi, c'était pas pensable de prendre tout de suite un avion, booker un hôtel. C'était trop de logistique, c'était trop compliqué pour moi l'Espagne. La Belgique, c'était vraiment le côté pratique. On part le matin, on rentre le soir, tranquille, vraiment, pas de pression. Parce que du coup, là, toi, quand tu es allé en Belgique, que tu as envoyé ce mail et qu'on t'a dit du coup que tu pouvais venir, etc., comment ça se passe concrètement ? Est-ce que c'est un choix sur dossier, entre guillemets ? Comment ça se passe les premières étapes à partir du moment où tu réponds à ce mail ? Alors, du coup, après ce premier entretien, j'ai eu rendez-vous avec la gynéco qui voulait connaître un petit peu mon suivi gynécologique jusqu'à maintenant, si j'avais eu des grossesses, etc. Et on a commencé à parler du donneur, qui est 100% anonyme. Donc, ma petite fille n'aura jamais le moyen de pouvoir le retrouver, mais j'avais le droit à certains, entre guillemets, critères physiques, notamment la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la taille, le groupe sanguin. Il y avait 5 critères. Moi, je voulais rien savoir. Je voulais pas choisir, entre guillemets, telle couleur de cheveux, non. Pour moi, le seul critère qui me paraissait important, mais ça, c'est la soignante qui parle, c'était le résus sanguin. Si j'avais été de résus négatif, je pouvais pas avoir un résus incompatible avec moi. Pour moi, c'était important, mais c'est pas le cas, parce que j'avais un résus positif. Du coup, j'ai juste dit à la gynécologue, quelqu'un qui me ressemble. Donc, dans les gros traits physiques.
Et c'est tout. On s'est arrêté sur ce point. Mais c'est vrai que je voulais pas choisir un bébé à la carte. Il y a des endroits où tu peux choisir vraiment... je crois que c'est au Danemark ou du moins aux Pays-Bas où tu peux vraiment choisir certains critères. Moi, c'était pas du tout... c'était pas mon truc. Et j'ai enchaîné avec un rendez-vous avec une psychologue parce qu'en Belgique, il y a un entretien psychologue et des tests psychologiques qui freinent certaines femmes et qui se dirigent vers l'Espagne où il n'y a pas ces tests et cet entretien psychologique. C'est simple, franchement, c'est un entretien comme ce qu'on est en train de faire. C'est vraiment des questions-réponses sur ma façon de vivre, sur mon entourage familial, amical, si j'ai un travail, un revenu, un logement. Enfin, c'est vraiment des choses, je pense, pour s'assurer que je peux accueillir un enfant dans de bonnes conditions. Et moi, ce côté-là, je l'ai trouvé rassurant parce que je me suis dit, en fait, on n'accepte pas tous les dossiers dans cet hôpital. Enfin, c'est pas je veux un enfant, juste un caprice. Et même si, j'aime pas ce mot caprice, il y a quand même un suivi quand même psychologique et je trouve ça important parce que des fois, émotionnellement, ou c'est pas le moment, ou moi personnellement, en tout cas, j'ai apprécié cet échange avec cette psychologue qui m'avait donné aussi des petites astuces pour quand l'enfant sera présent, comment expliquer son histoire, etc. Et j'ai trouvé ça plutôt bienveillant et rassurant. Les tests psychologiques sont payants, donc c'est assez cher, c'est autour de 400-450 euros. C'est assez conséquent à faire. C'est tout un fichier qu'on reçoit par mail. C'est des phrases et tu dois mettre vrai, faux, oui, non. Et suite à cet entretien, donc gynéco-psychologue, ton dossier part en commission. J'ai eu rendez-vous en juillet et j'ai eu la commission le 18 août pour me dire que mon dossier était validé, que je pouvais commencer la PMA dès que je le voulais. Donc après, j'ai commandé des paillettes, donc les paillettes du donneur. T'as un petit délai de réception, sachant que quand j'ai commencé, ils étaient en train de changer leur façon de procéder. Les paillettes se commandaient par 3. Les 3 paillettes, c'était 920 euros. Et en gros, je devais attendre, si je voulais commencer sur le prochain cycle, c'était OK pour eux. Il n'y avait aucun examen gynécologique pour vérifier de ton côté Alors, de leur part, ils m'ont rien demandé. C'est moi qui ai anticipé avec ma gynéco française qui, elle, venait de passer son examen pour pouvoir pratiquer en PMA. Donc, du coup, c'est elle qui m'a direct fait faire toute une batterie d'examens. Donc, une hystérosalpingographie, un frottis, j'ai eu des prises de sang, j'ai eu une hystéroscopie. C'est vraiment les examens, celui dont on redoute le plus, l'hystérosalpingographie. On entend et on lit tout ce qu'on peut lire sur cet examen. Mais il n'est pas si terrible que ça. Faut se rassurer, chaque femme est différente, chaque femme a son seuil de douleur. C'est vraiment propre à chacune. C'est bien de le faire. Moi, la Belgique me l'avait pas réclamé. Cet examen, il permet de savoir si les trompes sont bouchées ou pas. Donc, si les trompes sont bouchées, tu pourras faire toutes les inséminations possibles, ça ne marchera pas. Et pour moi, c'était important de savoir si c'était le cas ou pas, parce que je me suis dit, si je dois faire 10 inséminations et qu'en fait, au bout de 10 inséminations, on me dit, faut faire cet examen, et qu'on se rend compte que mes trompes sont bouchées, j'aurais perdu et du temps et de l'argent. Donc j'ai préféré faire tous les examens. Je les ai tous ramenés le jour du rendez-vous en Belgique. Et en fait, je me suis dit, plus je mets les chances de mon côté de ramener tous les examens, plus mon dossier se passera rapidement. Et voilà. Donc en gros, j'ai anticipé et c'est ce que je conseille de faire. Si vous pouvez avoir votre gynéco qui vous fait faire tous les examens avant de vous rendre dans l'hôpital où vous souhaitez faire la PMA, faites-le. Au moins, vous êtes tranquille, c'est fait. Et on vous laisse tranquille au niveau des examens pour la suite. Et c'était quoi du coup le plan entre guillemets qu'il t'avait proposé? Donc tu parles d'insémination. Est-ce qu'on t'a un petit peu parlé de ce qui allait se passer ou c'était étape par étape, à chaque fois tu voyais une étape à la fois? Eux, ils sont pour plutôt sur des inséminations sur cycle naturel, donc sans stimulation. Ça me dérangeait pas plus que ça parce que j'ai un peu la trouille des aiguilles, donc me piquer toute seule, ça me paraissait compliqué. Donc ça a été sur cycle naturel, sachant que personnellement, je n'avais pas de problème de fertilité. J'avais un taux d'AMH au-delà de ce que je pouvais imaginer parce que j'avais 35 ans quand j'ai commencé la PMA et on m'avait dit à partir de 30 ans, ta fertilité diminue. J'avais peur de ça, mais ma réserve ovarienne était très bonne pour mon âge. Donc ça m'a rassurée. J'ai commencé les premiers examens en France avec ma gynéco. Le combo prise de sang pour vérifier les taux d'hormones et les échographies pour voir le nombre de follicules en fonction du cycle. Et je communiquais mes résultats à chaque fois à la Belgique. Donc on faisait ces examens prise de sang, échographie à peu près tous les 2-3 jours au moment où j'ai commencé à avoir mes règles. Et à chaque fois, j'envoyais ça par mail ou par téléphone à la Belgique. Elle me disait, on continue, on pousse encore un petit peu. Le jour où elles m'ont dit,
nous, ça nous convient la taille de votre follicule, vous déclenchez l'ovulation. Donc en fait, j'attendais vraiment leur départ et je déclenchais l'ovulation avec un stylo pré-rempli qui s'appelle Ovitrel. Donc on peut soit se piquer dans le ventre, soit dans la cuisse. Moi, psychologiquement, je sais pas, je me piquais dans le ventre, je me dis que ça allait vers les ovaires. Donc elle me disait, par exemple, vous déclenchez samedi soir à 22h, on vous attend lundi matin à 7h. C'était un peu le schéma qui se faisait. Donc je faisais mon déclenchement d'ovulation, j'allais le 2 jours après en Belgique, et venait le jour de l'insémination. Alors du coup, l'insémination, c'est très rapide. Si je dis que ça dure quelques secondes, je pense qu'on me croirait pas, mais ça dure vraiment quelques secondes. On te fait mettre une tenue de bloc, les petites surchemises, là, les petites surblouses que t'attaches autour de la taille. T'as une charlotte, des surchaussures, pas de culotte évidemment. On t'emmène dans un brancard avec des étriers, comme chez votre gynéco. La gynéco qui m'a inséminée, c'est la même personne que j'ai rencontrée le jour de mon premier rendez-vous. Il y a une pose de spéculum et l'insertion comme une grande tige avec la paillette de sperme du donneur. C'est injecté directement dans l'utérus, justement pour donner plus de chance aux spermatozoïdes d'atteindre l'ovule. De mémoire, ma gynéco française m'avait dit un rapport naturel avec un homme, c'est 25% de chance de tomber enceinte. Une insémination, c'est 28%. Il y a 3% de plus le fait d'injecter directement dans l'utérus. Mais c'est totalement indolore. La quantité de sperme nous paraît très, très minime, mais il garde la meilleure qualité en fait des spermatozoïdes. Et moi, par curiosité, j'avais demandé, mais dans cette petite quantité, combien il y en a ? On m'avait dit entre 3 et 5 millions. Je sais, bon, s'il en faut qu'un, ça va. Ça nous rassure en fait, parce qu'on se dit, non mais dans cette petite quantité, en fait, il va rien se passer. Mais en fait, bien sûr que si. Rien qu'une goutte, c'est des millions et des millions. Donc, c'est spécial comme moment, c'est vrai. Mais moi, ça m'a pas du tout dégoûtée, ça m'a pas du tout gênée, pas du tout. Après, je peux comprendre que ça puisse freiner certaines femmes, et moi, non. Je me disais, grâce à cette personne, en fait, je peux rentrer potentiellement enceinte à Paris ce soir, voilà. Et après, on te conseille de rester allongé une vingtaine de minutes, sachant que moi, je reprenais un train souvent bien plus tard. Sincèrement, je restais 1 heure et demie, les jambes en poirier. J'en avais mal au bras, mais je sais pas, je me détendais, j'étais avec mon portable. Je parlais à mon ventre, franchement, je me sentais débile, mais je parlais à mon ventre. Je le caressais, je lui disais, que j'espérais que tout fonctionne correctement. Et voilà, j'étais hyper contente. Et je crois que le jour où je suis rentrée à Paris, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Je me revois pleurer dans le train parce que je me suis dit, mais je l'ai fait quoi. Moi qui suis hyper trouillarde du médical, pourtant je suis soignante, et moi qui suis une trouillarde des aiguilles, etc. Et je me dis, mais j'y suis allée toute seule, je l'ai fait toute seule. J'étais hyper fière de moi. C'est rare ce sentiment de fierté que je peux avoir envers moi-même, mais j'étais hyper fière de moi. D'avoir dépassé mes craintes, et mes craintes de passer côté patiente. Pour moi, c'était hyper important et j'étais hyper fière de ça. On te dit au revoir, voilà, la sage-femme au moment où tu pars, elle te dit que tu peux faire un test de grossesse dans 15 jours et tu communiques les résultats à tel numéro. Ces fameux 15 jours. Sachant que travaillant en salle de naissance, j'ai tous les moyens au monde pour savoir si je suis enceinte, donc les bêtas, les tests de grossesse urinaire, les prises de sang, les échos, Mais voilà, c'était une torture. Franchement, moi qui suis d'une impatience incroyable, c'était horrible. Je me palpais les seins pour savoir si j'allais avoir mes règles, c'était vraiment horrible. Et puis 13 jours ont suffi parce que un matin je me réveille et je saigne. Donc je comprends que ça n'a pas marché. J'envoie un message à ma gynéco française. Je dis je comprends pas, je suis pas à J15 et je saigne. Donc elle me dit écoute viens au boulot, fais des bêtas sanguins et puis on se voit après. Donc là, ouais, c'est dur. On espère, de toute façon, si on n'y croit pas, on le fait pas de toute façon. Mais c'est vrai que la magie de la première fois, on y croit, même si c'est rare que ça arrive du premier coup, même si ça arrive, parce que c'est arrivé pour certaines filles que je suis sur les réseaux, c'est arrivé en one shot. Franchement, c'est dur parce que j'avais décidé de pas en parler moi à ma famille, donc de gérer ça solo, c'était pas simple. J'ai directement prévenu mes amis qui ont été d'un soutien incroyable. Et puis mes collègues au boulot, tout le monde a été d'une empathie formidable. Et du coup, je fais une prise de sang avec une de mes collègues et je vois que le taux est inexistant. Donc tu comprends que c'est pas pour cette fois.
qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on recommence tout de suite cet enchaînement prise de sang, échographie tous les 2-3 jours ? Et en fait, je me suis dit, bah ouais, je recommence direct. Et j'ai réenchaîné sur un deuxième cycle naturel, sans stimulation, qui n'a pas marché. Et après ces 2 négatifs, ma gynéco me dit, écoute, on se pose, ou on repart tout de suite, ou tu attends et que tu te laisses un petit peu de temps. Et moi, je me suis dit, en fait, pour ma 3e tentative, c'est la dernière paillette. Je veux pas la perdre, je veux vraiment être stimulée. Je veux tenter le tout pour le tout. Je demande à la Belgique qui était pas pour. Déjà pour le 2e cycle, j'avais demandé une stimulation, elles étaient pas pour. Et là, j'ai fait un peu de forcing en me disant, écoutez, ma gynéco française me propose tel traitement. Elles aiment pas trop quand on interfère en glissant que la gynéco française, voilà. La gynéco française est utile dans ce parcours pour elles, mais quand la gynéco française donne son avis, ça tique un petit peu. Elles ont quand même accepté que je fasse une petite stimulation. Je devais prendre un comprimé de clomide, donc c'est un petit médicament que je prenais une fois par jour sur quelques jours. Quand on a fait la vérification avec les échographies, là c'était la douche froide parce que vu que je n'avais pas de problème, j'ai surréagi au traitement. J'avais 3 follicules qui étaient énormes, mais vraiment énormes. Et du coup, ma gynéco me dit, bon écoute là, moi en France, sur ce que tu as là, j'insémine pas. T'as trop un risque de grossesse gémellaire ou triple. Si tu veux le faire, je te suis et on y va. Au début du parcours, c'est parce que tu voulais une grossesse multiple. Moi, c'était ma crainte et je voulais pas. Elle me dit, là, on y est face à ce problème. Et du coup, voilà, c'est la décision t'appartient. Donc, j'avais 24 heures pour me décider. Et au final, je me suis dit, je veux un bébé, mais pas à n'importe quel prix non plus. Et j'ai décidé d'annuler mon insémination. Et on a réadapté mon traitement. Donc du coup, au lieu de prendre un comprimé, je prenais un demi-comprimé. Et j'avais 2 gros follicules et un 3e qui commençait à bien pousser. Et j'ai déclenché mon ovulation. J'y suis allée le 1er mars. Et j'ai fait mon test de grossesse le 15 mars qui était positif. Je me revois courir aux toilettes, faire un test urinaire parce que je voulais pas je voulais pas revivre cette ouverture de mail où tu sais que tu reçois le mail du laboratoire et là t'as cette oppression dans le cœur et t'as le palpitant et je trouvais ça horrible de voir ce positif ou négatif par mail. Et je me suis dit tant pis, je vais faire ma prise de sang. Je vais aller à la pharmacie, je vais faire mon test urinaire et voilà, on verra. Et en fait, j'ai posé le test à l'envers. Je suis allée me laver les mains, j'ai récupéré le test et je voyais le enceinte qui apparaissait, mais il y avait encore le sablier qui tournait. Donc je me suis dit, en fait, c'est pas fini. Il y a le pas qui va apparaître. Et je vois juste le sablier qui disparaît et je vois juste enceinte 1-2 semaines. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je peux pas être enceinte. Et je me suis effondrée. J'étais en sanglots, mais j'étais inconsolable. Mais vraiment, j'étais inconsolable. Je tremblais de partout. Enfin, j'étais tellement heureuse et j'y croyais pas, quoi. Je me dis, mais putain, jamais 203. Mais je dis, c'est ma réalité, quoi. C'est mon tour. Et du coup, ouais, j'ai reçu en fin de journée mon fameux taux où normalement, du coup, je travaille aux urgences gynéco, donc je sais qu'il faut que le taux soit supérieur à 7, idéalement au-dessus de 25. Voilà, j'avais un taux à 83, donc je me dis, c'est bon, c'est même pas un petit taux, quoi. C'est un bon taux. Et ma gynéco me dit, bon, surtout, tu recontrôles bien 48 heures après, il faut que ça ait bien doublé. J'y vais 2 jours après. J'étais en panique. Je me dis, oh là là, j'espère que c'est pas une grossesse extra-utérine. J'espère que ça va pas stagner. Et voilà, mon taux n'avait pas doublé, mais il avait triplé. Je me suis dit, c'est parti, quoi. Ça a été le début d'autre chose. C'était la fin de la PMA, mais le début d'une grossesse. Et de cette grossesse particulière, parce que du coup, grossesse solo. J'ai mis un petit peu de temps à l'annoncer à mes parents. Ça a été très compliqué. En fait, j'ai été très malade. J'ai vraiment pas eu la grossesse que j'idéalisais. J'ai toujours été un petit peu en surpoids et j'ai perdu quasiment 9 kilos en un mois et demi. J'avais de l'hyperménèse et du coup j'ai été hospitalisée 2 fois dans mon service parce que je mangeais pas, je vomissais je ne sais combien de fois par jour. Et je leur disais que j'avais une gastro. Donc la gastro ne dure pas plusieurs semaines ni plusieurs mois. Donc un jour je leur ai dit par téléphone parce que j'étais vraiment très 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 mal. En première intention j'ai appelé mon papa parce que j'étais très proche de mon papa et j'étais persuadée que mes parents étaient ensemble dans le salon en fait. Et c'est vrai que mon père répond plus facilement. Je lui ai dit maman est là, elle me dit non et j'ai dit j'ai quelque chose à vous annoncer. Et quand je lui ai dit aucune réaction quoi. Il me dit maman le sait non.
Ça a été la douche froide et ma maman, mais comment ça, t'es enceinte? Enfin voilà, ils n'ont pas compris et je pense que tout de suite pour eux, ça a été de l'inquiétude. J'habite Paris, la vie est chère, je suis toute seule. Ça a été un enchaînement pour eux et là, j'ai pleuré parce que je me suis dit, c'est pas ce que tu attends comme réaction de tes parents. Donc, c'est vrai que j'étais déçue. Après, je me suis dit, il leur faut le temps aussi, eux, de digérer et d'accepter un schéma pas traditionnel de famille aussi. À leurs yeux, même si on évolue avec la société, je pense que c'est pas simple en tant que parent. Et après, j'ai été hospitalisée, je suis sortie de l'hôpital, je suis rentrée chez eux en province. Et de ma maman, quand elle m'a vue rentrer dans la maison et qu'elle m'a vue si maigre, je pense qu'elle a compris que ça ne servait à rien de m'incriminer ou quoi que ce soit. Et là, ma relation avec ma maman a énormément changé parce que j'étais beaucoup plus proche de mon père et ma mère a pris énormément soin de moi pendant ma grossesse. J'ai pas eu la grossesse qui m'a fait, entre guillemets, kiffer d'être enceinte. J'étais très contente de sentir mon bébé bouger. Et j'ai aimé directement, de suite mon bébé, mais c'est vrai que cette sensation d'être mal, c'était hyper dur. La nourriture, dès que je mangeais quelque chose, je vomissais. Enfin, c'était vraiment très compliqué. Puis ce côté tabou sur l'hyperménèse, franchement, c'est insupportable en fait. Tu entends tout le temps, mais c'est dans la tête. Mais en fait, non, c'est une vraie maladie de grossesse et c'est important de le dire. C'est pas de votre faute, c'est pas dans votre tête. Et c'est hyper important que ça se démocratise un petit peu cette maladie de grossesse quand même. C'est de l'ascenseur émotionnel aussi de vivre toutes ces émotions toute seule. Mais je pense que quand on est bien entouré, peu importe la personne absente ou pas, je pense que le plus important c'est de savourer et de profiter toute seule. Enfin moi en tout cas j'ai profité toute seule de tous ces premiers achats, les échos, enfin c'était vraiment magique quoi. J'ai pas ressenti ce manque. Par exemple, tu vois, la première échographie, la T1, je me suis pas sentie seule. Du moins, de sentir le manque d'une personne, ça n'a pas été un problème en tout cas. Je voulais accoucher toute seule et finalement, c'est ma maman qui est venue avec moi. Elle est arrivée un dimanche soir parce que j'avais très peur d'avoir un début de travail sans qu'elle soit là parce que du coup je suis originaire d'Orléans donc le temps que ma maman vienne d'Orléans donc c'est une heure de train mais j'avais hyper peur de gérer ce temps toute seule de contraction et finalement elle est arrivée un dimanche soir et je me suis mise en travail le lundi et j'ai accouché le mardi et je savais au fond de moi que je me bloquais et tant que ma maman n'était pas là je pense que j'avais pas envie d'accoucher. On a été se coucher normalement le dimanche soir et impossible de dormir. J'avais mal au ventre, mais des douleurs comme un début de règle. Je me dis c'est bizarre. Enfin, voilà. J'avais jamais eu de contraction de ma vie pendant ma grossesse. J'avais choisi un peu entre guillemets des copines de boulot pour mon accouchement, sage-femme et infirmière. Et j'avais une copine du boulot qui était sur notre lieu de travail. Je lui disais, oh là là, c'est bizarre, je ressens ça et tout. Elle me dit, installe l'application, je pense que c'est un début de travail. Installe l'application, tu calcules tes contractions et puis si c'est insoutenable, tu viens. Bon, du coup, on est parti à 12h30 à la maternité parce que la douche ne me soulageait pas, j'avais de plus en plus mal. Enfin, voilà, j'arrivais pas à gérer, j'étais hyper stressée et comme toutes les primipares, j'arrivais pas à gérer ma douleur. Et j'ai eu rapidement ma péridurale et le travail s'est plutôt bien avancé. Et après, j'ai stagné en gros de 20h à 8h du matin. Parce que là, toutes mes peurs, mais que je n'ai pas forcément eues en me lançant dans la PMA, sont toutes arrivées à ce moment-là. J'avais peur de rencontrer mon bébé, je savais que c'était une petite fille, j'avais peur de la rencontrer, j'avais peur qu'elle me ressemble pas, la plus grosse peur. Et j'avais hyper peur parce que ça devenait concret et j'avais peur de mon papa. J'avais peur de comment il allait accepter ma petite fille. Et du coup, ma collègue sage-femme m'a beaucoup parlé. On a même fait une séance d'hypnose pour que je verbalise toutes mes craintes et je lui dois ma voix basse. Donc Lise, si tu écoutes ce message, je te remercie infiniment. Je sais qu'elle a énormément fait et le lendemain matin, je suis passée de 4 à 8 cm. Je me bloquais vraiment en fait, j'avais peur et très rapidement je suis passée à dilatation complète. En gros il était 9h quand elle m'a examinée et j'ai accouché à 12h30 et ma maman a toujours été là. La naissance de Joséphine qui a eu un petit peu de mal à atterrir, on me l'a emmenée rapidement pour la réanimer un petit peu, l'aider à respirer et c'est ma maman qui me l'a ramenée dans les bras et cette passation de ma petite fille, moi j'ai sorti ma petite fille, je tenais à sortir ma petite fille. Donc je l'ai attrapée moi-même. Et après que ma maman me passe Joséphine, la pose sur moi, je pense que ça restera la plus belle image. Parce que du coup, ma relation avec ma maman a évolué énormément au moment de la grossesse. Mais ce jour-là, je vais pas pleurer, mais cette image, ça restera pour moi la plus belle image de mon accouchement.
Au fond de moi, je rêvais d'avoir une petite fille. Mais après, dans ce parcours, on souhaite juste un enfant qui aille bien, qui soit en bonne santé. Et voilà. Quand j'ai su que j'attendais une petite fille, mais je crois que j'ai autant pleuré que le jour où j'ai su que j'étais enceinte. Et ma maman, je sais qu'elle me l'aurait jamais verbalisé, mais je sais au plus profond d'elle qu'elle souhaitait une petite fille. Ça restera le plus beau jour de ma vie. En dehors du fait d'avoir mis au monde ma petite fille, ce partage avec ma maman restera le plus beau jour de ma vie. Vraiment. Et maintenant, Joséphine a 20 mois. Et son grand-père l'adore. C'est pour moi la plus belle finalité au final. Que mes 2 parents acceptent ma petite fille et mon projet de vie. Et ça, que le jour où mon papa est venu rencontrer Joséphine, tu vois, il demandait pas à la prendre. C'est moi qui lui dis, prends la petite, papa. Donc, de forcer les choses à ce qu'il prenne sa petite fille dans les bras, c'est vrai que c'était difficile quand même. C'est pas ce à quoi on espère. Mais sachant que j'ai fait une bonne partie de mon congé maternité chez mes parents, le soir, il y a les fameux pleurs de décharge, même si elle l'a très très peu fait. Mais voilà, elle pleurait souvent à la même heure et du coup, mon papa, ça l'agaçait un petit peu. Donc je me dis, mais à quel moment il va avoir le déclic que c'est sa petite fille et c'est pas toujours... on a beau idéaliser les choses, c'est vrai que c'est pas forcément comme ça se produit. Et c'est vrai qu'il a fallu qu'il y ait une certaine interaction avec elle. Mais de toute façon, dès que Joséphine est née, je sais pas, elle a été fascinée par mon papa. Est-ce qu'elle a senti qu'il fallait, je sais pas, l'apprivoiser? Je saurais vraiment pas le décrire. Elle a toujours cherché l'attention de mon papa. Toujours. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, mon père, c'est l'homme de sa vie. Hein. Ça, c'est clairement le terme. C'est un grand-père gâteau de sa petite fille, mais très gâteau de sa petite fille, qui lui apprend toutes les bêtises au monde, le vrai rôle de papy. Super, merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire. Si jamais tu devais laisser un message à une femme qui vit peut-être la même chose que toi à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu aimerais lui dire à cette personne qui se lance dans un parcours PMA en solo ? De suivre seulement son envie. Si c'est son plus gros désir d'avoir un enfant, même s'il y a des personnes contre, même si elle a différents avis, c'est vraiment se fier uniquement à son envie. Peu importe le temps, malheureusement, il faut le dire, l'argent, ça en vaut mais tellement la peine, mais vraiment. Ça nous change la PMA, vraiment. C'est difficile, c'est vraiment l'ascenseur émotionnel, on y croit, on espère, on pleure, on rit, enfin c'est vraiment un mélange d'émotions, mais la finalité est juste incroyable. Et pour rien au monde je changerai ma façon de procéder et pour rien au monde je reviendrai en arrière. C'est la plus belle décision que j'ai jamais prise de ma vie. Je vous assure que ça paraît insurmontable quand on se lance dans la PMA toute seule, mais bien sûr que oui, vous y arriverez et vous serez entouré et vous allez rencontrer des personnes dans le même schéma de famille que vous, avec les mêmes envies et je vous assure que ce petit bébé, vous l'aurez, c'est sûr. Merci beaucoup Charlotte pour ton témoignage et à vous toutes qui nous écoutez, sachez que vous n'êtes pas seules, je pense fort à vous et je vous envoie toutes mes plus belles ondes pour la suite.